sur ces mots, mon bon Noé, je te laisse la parole. Et du coup, je vous laisse entre les mains de Noé Mas, qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, les shaders et le rendu. Merci beaucoup. Merci Hubert pour cette courte introduction. Alors nous, on s'est réunis ensemble ce soir pour que je puisse vous parler des shaders. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Noé Mas, je suis programmeur rendu. Ce soir, je vous propose une petite conférence qui va être un peu particulière. L'idée, ça va être de vous introduire quelques concepts qui sont nécessaires à la bonne compréhension des shaders. J'ai essayé de rendre la conférence la plus interactive possible, donc n'hésitez vraiment pas à réagir sur le Discord pour ceux qui le peuvent. Ma conférence va s'adresser, on va dire, à un large public. L'idée que vous soyez artiste, programmeur, sound designer, tout ce que vous voulez, c'est normalement, je l'ai designé pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc c'est pas forcément une conférence où on va aller loin dans la technique, on va rester sur des concepts. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, je vous propose, dans un premier temps, de se poser une question. Lorsque vous utilisez Unity, Blender ou même Illustrator, par exemple, vous avez l'habitude de voir, de travailler directement sur les objets graphiques que vous voyez à l'écran. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question: comment, en fait, on rendait une image sur un écran? Comment, par exemple, je prendrai l'exemple d'Illustrator, comment un triangle sur Illustrator termine comme, une série de pixels, que vous pouvez voir, vous, sur votre écran? Alors, c'est une question qui est fondamentale lorsqu'on veut s'intéresser aux shaders et on va avoir, plusieurs approches possibles. La première, en fait, la plus intuitive, ça va être lorsque vous avez une scène, de réfléchir, en termes de caméra qui observe une scène. Je m'explique. Vous avez une caméra avec un point focal et l'idée, ça va être de tirer des rayons lumineux qui vont passer par votre écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un rayon pour chaque pixel de l'écran et on va aller calculer dans la scène de quelle couleur je dois afficher ce pixel. Donc pour ça, on peut très facilement utiliser les lois de l'optique, et cetera. Donc c'est ce qu'on appelle les algorithmes de ray tracing. C'est ce que vous allez retrouver dans le cinéma pour du rendu très, très réaliste. Le souci de cette méthode, c'est que vous n'êtes sans savoir que le ray tracing prend énormément de temps à calculer et pour rendre, une simple série d'images, ça peut prendre, des heures. Donc c'est juste impossible d'utiliser une telle méthode dans le jeu vidéo de manière directe pour avoir tout notre rendu en ray tracing. Et alors, il y a une autre manière de penser la chose, c'est de prendre le problème dans le sens inverse. C'est-à-dire au lieu de partir de notre caméra et d'aller vers notre scène, on va essayer de ramener notre scène sur notre écran. Donc ça, on va utiliser des méthodes de projection. Alors cette méthode, c'est celle qui est utilisée en fait, globalement, dans tous les jeux vidéo de nos jours, que ce soit en 2D ou en 3D. Si vous avez utilisé Unity, vous avez peut-être l'habitude de voir, de ce genre de méthode. On va s'intéresser à la projection d'un triangle. La raison est très simple, c'est que si vous savez projeter un triangle et rendre un seul triangle, en fait, vous savez faire toutes les formes géométriques, qu'on peut, gérer de nos jours avec, des mèches. Parce que les mèches peuvent être découpées comme étant une série de petits triangles, un ensemble de petits triangles. Alors, il y a une étape, dans ce processus, lorsque vous travaillez avec des données qui sont dites vectorielles, que ce soit sur Illustrator ou sur Maya ou sur Blender pour de la 3D, vous avez des données en fait qui, n'ont rien à voir avec des pixels. Ce sont des données purement mathématiques qui existent dans un espace et du coup, il y a une étape qui va consister à transformer ces données dites vectorielles en des pixels que vous allez afficher sur votre écran. C'est ce qu'on appelle la rasterisation. Alors, je vais vous montrer, le principe est extrêmement simple. Vous avez par exemple un triangle, dont vous connaissez les coordonnées et cette opération va tout simplement remplir les pixels qui correspondent à ce triangle. Donc dans notre cas là, qui vont être à l'intérieur du triangle. Donc cette opération est en fait la base du rendu graphique, que ce soit en 2D ou en 3D lorsque vous travaillez avec des données vectorielles et c'est ce qui est implémenté sur vos cartes graphiques. C'est vraiment une méthode, qui de nos jours est optimisée au niveau matériel, en fait. Donc vous obtenez par exemple, ce triangle-là, donc là j'ai un exemple extrêmement simple. Maintenant, il va falloir se poser plusieurs questions.
Effectivement, j'ai donné des données, je les ai rasterisées, mais c'est pas du tout complet. Je peux pas, faire du rendu avec ceci. La première question, ça va être, en fait, où est-ce que je positionne mes points? Par exemple, mon triangle, comment je déforme mon triangle, sa rotation, son agrandissement et cetera. Et une deuxième question qui est aussi très importante, c'est, ben, de quelle couleur, tout simplement, je vais venir colorier mon pixel? Parce que la rasterisation est complètement indépendante de la couleur. Elle dit juste: «Voilà, dans ce triangle, tu vas devoir dessiner tel pixel». Et alors pour donner un contrôle aux utilisateurs, pour pouvoir, créer toutes sortes d'applications, on a créé pour ces parties-là, on les a rendues en fait programmables, modifiables par, un programmeur ou un artiste. Et ces parties dites programmables, c'est ce qu'on appelle en réalité les shaders. Donc un shader fondamentalement c'est ça, c'est un programme dans un processus de rendu qui va être exécuté pour répondre à ces problématiques-là de comment je positionne mes données et de quelle couleur je vais colorier mon pixel. On va faire ensemble un petit récapitulatif d'une pipeline dite classique de rendu, donc de manière très succincte et de manière très simplifiée, le but n'étant pas de rentrer dans les détails. Vous avez au départ des données initiales. Par exemple, j'ai mon triangle comme ça dans une texture, dans un fichier vectoriel. Je peux avoir tout type de données initiales, je peux avoir la position des différents points de mon triangle, je peux avoir, par exemple, le vecteur normal, à la surface de mon triangle. Et je peux aussi avoir d'autres données supplémentaires des couleurs. En réalité, vous pouvez avoir vraiment toutes les données que vous voulez. Vous pouvez rajouter, des données sur votre maillage. On parlera par exemple plus tard des UV et cetera. Ensuite, vous avez une étape dite de transformation. La transformation, l'idée, comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est de transformer notre triangle, lui appliquer des transformations géométriques. Donc pour ça, on va appeler ce qu'on appelle un vertex shader. Alors, dans l'étape de transformation, en réalité, il y a plein de types de shaders. Mais ici, on va rester simple, on va uniquement s'intéresser au vertex shader. Le vertex shader, c'est celui qui va aller appliquer des rotations, des agrandissements, etc. à nos formes. Ensuite, bien évidemment, vient l'étape de rasterisation. On va transformer nos données en pixels. On peut rasteriser, alors il y a 2 manières, très connues de manière de rasteriser. La première, on peut dessiner que les arêtes, donc dessiner seulement des lignes entre, par exemple, ici nos 3 points. C'est lorsque vous utilisez, Blender ou, par exemple Unity, ce sont les vues wireframe. Et vous pouvez dessiner en fait les faces complètement. Et la dernière étape, la colorisation, là où on va aller ajouter tous les effets d'ombrage, on va aller colorier nos pixels, par exemple, le rendre plus sombre lorsqu'il est dans une ombre et cetera, ou donner des effets de différents effets de couleurs. On va faire ça dans ce qu'on appelle un fragment ou pixel shader en fonction de la plateforme que vous utilisez, mais le concept est exactement le même. Voilà, donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est, ce processus-là qui, en fait, est peu importe que vous fassiez de la 2D ou de la 3D, ça sera toujours le même processus lorsque vous travaillez avec des données vectorielles. Je vais prendre un exemple, où est-ce qu'on différencie la 2D de la 3D? Ben, en fait, ça va être dans l'étape de transformation. Lorsque vous faites la 2D, les transformations, ce seront juste des translations et des rotations à l'écran. Lorsque vous faites de la 3D, vous allez avoir cette notion de projection qu'on a vue tout à l'heure, qui interviendra. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout va bien? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelques petits soucis. Alors, ça, on pourra en parler un peu plus tard dans la conférence. Le ray tracing, alors comment on fait du ray tracing de nos jours? En fait, on va faire de la rasterisation sur l'écran complet, ou on peut le faire aussi sur une texture à plus basse résolution. Mais le ray tracing, tu peux le faire, à la résolution souhaitée et après agrandir ou rétrécir l'image avec des algorithmes qui permettent d'effectuer ce genre d'opération. En fait, il y a un contrôle total, de la part des programmeurs. Voilà. Alors ce qu'il faut bien garder du coup à l'esprit, c'est ce processus-là. J'insiste lourdement, mais c'est vraiment la base, les fondements et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors maintenant, on a parlé de partie programmable. C'est bien, mais on n'est pas tous, des programmeurs électroniciens qui sont capables de développer des programmes sur carte graphique en assembleur ou langage très bas niveau.
C'est pour ça qu'il y a des outils qui ont été créés, des très très bons outils. On a 2 catégories d'outils. La première, la plus évidente, le code, les langages de programmation. Alors de nos jours, on a des langages dits haut niveau, par exemple le GLSL, HLSL. On a Unity qui propose son propre langage, qui permet d'inclure d'autres langages, mais qui propose par exemple le ShaderLab, que certains d'entre vous ont déjà pu voir. Et il y a les éditeurs nodaux, qui pour le coup sont beaucoup plus pensés pour une utilisation artistique. Le code, quelles sont les différences entre ces 2 outils? Le code, en fait, lorsque vous allez devoir écrire un code de shader, vous allez devoir tout décrire. C'est-à-dire les données d'entrée qu'on a pu voir, le vertex shader, le fragment shader, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez technique. Généralement, c'est les programmeurs rendus qui s'en occupent. Donc c'est des programmeurs spécialisés justement dans ces techniques de rendu. Et c'est utilisé pour faire des calculs assez complexes. Lorsqu'on a des calculs de lumière assez complexes, par exemple pour du rendu photoréaliste, on va plutôt privilégier le code. Les éditeurs nodaux, alors ce sont des outils visuels qui sont très simplifiés. Ils gèrent toute la pipeline entre guillemets, c'est pas réellement, mais ils vont gérer plein de choses pour vous et en fait ça simplifie énormément la tâche. C'est des outils qui sont très puissants de nos jours, et qui permettent d'avoir un contrôle artistique et permettre aussi à des artistes de travailler sans avoir besoin de connaissances techniques très poussées. Les éditeurs nodaux, personnellement, je viens plutôt de la base du code et c'est pourtant un outil que j'adore, que je trouve vraiment incroyable. Alors ce que je vous propose, c'est quand même de découvrir un peu ces 2 outils. Alors je vais vous montrer un petit exemple de code très simple avec un outil qu'on appelle ShaderToy. Mais avant cela, il va falloir qu'on parle d'un concept qui est très important d'après moi lorsqu'on veut faire du shader. Ce concept, c'est ce que j'appelle apprendre à lire les couleurs. Et là, vous vous dites: «Lire les couleurs, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas demandé à suivre un cours de chamanisme, moi je veux faire des shaders». Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que c'est vraiment essentiel. Alors, pour apprendre à lire les couleurs, je vais vous donner un exemple, on va y aller progressivement. Premier exemple, je vous donne 2 courbes de niveau de rouge. Et en fait, je vais vous dire que ces courbes de niveau de rouge vont décrire l'intensité lumineuse en rouge suivant l'axe horizontal de votre texture. Alors, ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Dans le premier cas, je décris simplement l'évolution de mon intensité lumineuse par rapport à l'axe horizontal. Donc ça nous donne un gradient. C'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser de manière plus visuelle dans Photoshop, etc. Et du coup, je vais vous poser une petite question rapidement pour ceux qui sont présents sur Discord. À votre avis, à quoi ressemblera le profil de la courbe qu'on retrouve en bas? Est-ce que certains ont une idée? Eh bien, ça va être noir au début, ça va être dans le rouge et à la fin, ça va refaire crescendo dans le noir. C'est ça, on va avoir un profil qui ressemble à ça. Et alors là, pour l'instant, c'est intéressant, on travaille sur un seul niveau d'intensité, une seule couleur. Bon, pour l'instant, c'est plutôt simple, on peut se dire: «Je vois pas trop l'intérêt», mais vous inquiétez pas, on va y venir. Maintenant, je vous propose d'imaginer comment on pourrait travailler justement avec 2 couleurs. Et alors avec 2 couleurs, c'est ce qu'on utilise par exemple lorsqu'on veut représenter des UV. L'idée, ça va être de représenter une intensité lumineuse sur 2 axes séparés. Donc si par exemple j'essaye de tracer en 3D, sur le plan je vais tracer mes axes et l'intensité lumineuse sur la hauteur, on va se retrouver en fait avec ce genre de textures qui vont apparaître. Et alors là, jusque-là, il faut vraiment bien comprendre en fait ce que représente cette texture. Ça va être tout simplement l'évolution de l'intensité lumineuse des différents canaux de couleurs sur les différents axes. C'est pour ça que lorsque vous avez des UV, vous avez ce genre de textures qui vont apparaître. Alors, ça peut paraître encore un peu abstrait, mais on va aller faire un petit tour sur ShaderToy. Alors là, j'espère que vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là sur internet? Oui, on voit. Oui, oui. Parfait. Alors, je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Donc, je vais créer un nouveau shader. Alors, ShaderToy, rapidement, petit outil qui est assez intéressant pour s'amuser un peu.
vous avez sur la gauche le shader qui est exécuté donc sur une texture qui va faire cette taille-là. Et sur la droite, vous allez avoir votre programme à écrire. Alors ici, c'est uniquement un fragment de shader, vous n'avez pas de vertex shader. Ce qui veut dire qu'en fait, comment ça fonctionne? Vous avez une fonction d'entrée ici, et cette fonction va être appelée en fait pour chaque pixel de votre écran. Donc, au début, ils nous font une petite démo assez sympathique, mais je vais vous expliquer ça assez rapidement. Donc, par exemple, je vais créer 3 valeurs pour le rouge, le vert et le bleu. Voilà. Et alors, l'idée, ça va être de sortir à l'écran nos 3 valeurs. Alors, bien évidemment, si je mets mes 3 valeurs, je les initialise à 0, que je dis, je veux une intensité lumineuse de 0 dans chacun des canals, bien évidemment, je vais avoir un écran tout noir. Et c'est là, en fait, que ça va devenir intéressant, parce qu'ici, on va pouvoir venir un peu s'amuser à travailler avec différentes fonctions. Donc, si je veux reprendre mon exemple de tout à l'heure, ce que je veux, c'est, suivant l'axe horizontal, une intensité lumineuse progressive en rouge. Alors, pour avoir les coordonnées du pixel qu'on a sur notre écran, il y a cette ligne qui est donnée par défaut, qui permet d'avoir les coordonnées normalisées, c'est-à-dire en fait entre 0 et 1, c'est-à-dire 0 tout à gauche de l'écran, et 1 tout à droite de l'écran, et pareil pour l'axe vertical. Donc si par exemple, je vais dire à mon canal de couleur rouge d'avoir la même valeur que la coordonnée horizontale, on se retrouve avec le gradient de tout à l'heure. Et alors, pour ça, je vous propose aussi un deuxième outil qui peut être vachement utile, qui s'appelle Desmos. Je sais pas, du coup, je crois que c'est ça, voilà. En fait, donc cet outil permet de tracer en fait des graphes de fonctions. Et si par exemple, je propose la fonction x égale à x, normalement, c'est y égale à x. Donc y, on remplace y, en fait, ça sera notre valeur r. On a ce profil-là qui se dessine. Si par exemple, je propose y égale par exemple à x au carré. Bon, vous avez peut-être vu, on a une parabole, c'est assez classique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce carré entre 0 et 1. Et en fait, notre intensité lumineuse va évoluer non plus de manière linéaire, mais de manière quadratique. Alors on peut s'amuser à venir faire ça en code. Voilà. Et là, c'est un peu plus difficile à voir à l'œil nu, mais on peut voir que l'intensité lumineuse n'est plus exactement comme avant. Maintenant, je peux aussi m'intéresser, par exemple, à tracer une sinusoïde. Donc si par exemple, petite fonction qui est un peu connue, voilà, si je trace par exemple ce genre de profil qu'on avait tout à l'heure, donc qui est simplement le premier front d'une sinusoïde, je vais pouvoir faire la même sur ShaderToy pour avoir ce genre de rendu. Donc c'est un outil qui est vraiment pratique pour s'habituer et être à l'aise avec le fait de lire les couleurs, ce que j'appelle cette capacité à lire les couleurs. Donc là, on se retrouve avec notre profil de tout à l'heure, et maintenant je peux aussi m'amuser à venir ajouter des canaux. Par exemple, je vais ajouter le canal vertical en Y. Donc je vais avoir par exemple ce genre de profil qui arrive. On peut ajouter aussi une information temporelle, par exemple si on veut créer des petites animations. Donc si par exemple, dans ma coordonnée en X, je viens lui ajouter le temps, hop, et que je compile, on devrait avoir un mouvement qui se déplace de la gauche vers la droite. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez un peu à visualiser, ou est-ce que c'est encore trop abstrait? C'est important de... Une question. Ouais. C'est un point que tu mets entre UVX et UVY pour leur C'est donner ça, la oui, valeur? exactement, Ok. ouais, c'est un point. Ça, c'est D'accord. spécifique au langage, ouais. En fait, ça veut dire prends la valeur, l'axe X ou Y de mon vecteur UV, qui est en fait un ensemble de valeurs. Il y avait une autre question, je Très bien, crois? très bien. Ok, si c'est nickel pour tout le monde, on va pouvoir maintenant pousser un peu plus loin. Alors là, on a travaillé sur 2 dimensions, c'est intéressant. Mais aussi, on peut travailler sur 3 dimensions. Et alors là, ça devient tout de suite un peu plus abstrait, un peu plus difficile, mais vous allez voir, on va y venir petit à petit.
En général, on fait toujours la correspondance RGB avec X, Y, Z. Ça, sur tous les logiciels de 3D, ou même de manière générale, lorsque vous pouvez manipuler des axes, que ce soit pour des rotations, etc. Vous allez toujours avoir l'axe X qui est en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Alors pourquoi on a cette correspondance? C'est un choix un peu universel, simplement pouvoir transformer des données sous forme de vecteurs directement en couleur. Alors là, je vous ai montré à l'écran, il y a donc un petit rendu que j'ai obtenu, donc j'ai fait un shader exprès pour avoir ce rendu-là. Est-ce que certains sauraient me dire, toujours, ce que j'ai affiché à l'écran? Donc j'ai affiché une information, chaque pixel en fait possède une information, et j'ai donné la couleur du pixel comme étant égale à cette information. Et alors là, si certains ont déjà un peu l'habitude de travailler avec les shaders, vous devrez reconnaître assez rapidement quelque chose, mais sinon, est-ce que vous avez une petite idée de ce que j'aurais pu afficher à l'écran? De quelle couleur j'aurais pu colorier mes pixels? Je dirais que tu as mis une sphère devant ton écran avec l'horizon. C'est ça. Alors, effectivement, c'est une scène en 3D. Alors là, pour le coup, cette scène, je l'ai fait en ray tracing. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la couleur. Si par exemple, je prends le point qu'on va retrouver en haut à droite de la première sphère, qui est jaune, que me donne cette information visuelle qui est le jaune en fait? Comment je peux traduire ce jaune? Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, je vais vous donner la réponse, vous allez voir, ça va vite. Traité comme du coup un vecteur 2, vu que c'est un mélange de rouge et de vert. C'est ça. Potentiellement, tu peux même prendre une information de bleu, mais du coup, qui serait égale à 0, vu que ça fait un jaune. C'est ça. Et du coup, tu pourrais l'interpréter soit comme sa position, soit comme une normale. Alors là, lequel, je sais pas. Alors ici, justement, c'est bien, t'es sur la bonne voie. Ici, j'ai affiché la position du pixel dans l'espace. C'est-à-dire que lorsque le pixel, en fait, va avoir une coordonnée négative, ça va être noir, et lorsqu'il va avoir une coordonnée positive, ça va être de la couleur correspondante. Par exemple, je vais découper mon image, je vais séparer mes 3 canaux de couleurs, et en fait, ce qu'on peut voir, là, ça devient un peu plus évident. Plus le pixel se situe à droite dans mon espace, plus il est rouge, plus il est à gauche, plus il est noir, et de manière analogue, pour chacun des axes, on va avoir le même phénomène. Et en fait, ce que vous pouvez observer à droite, en bleu, c'est ni plus ni moins que l'axe Z, qui est aussi la profondeur. Donc, on pourrait même dire que j'ai affiché un depth buffer pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on peut vraiment afficher tout type d'informations en fait avec des couleurs, et ça va devenir vraiment important pour la suite. Et là, vous allez, pour ceux qui ont déjà un peu touché au shader, tout de suite reconnaître J'ai une question. où je veux en venir. Oui. Du coup, si tu reviens sur ta slide avant pour le rouge, quand on arrive à gauche, du coup, la valeur est affichée comme noire, mais elle continue du coup d'augmenter. Ça passe de -1 à -2 à -3, et plus on C'est approche. ça. Ok. Alors en fait, les valeurs, si tu veux, tu peux avoir une valeur qui vaut -3, mais les couleurs sont toujours normalisées. Du coup, si une valeur est négative, il va la ramener à 0, et si une valeur est supérieure à 1, il va la ramener à 1 lorsqu'il va afficher à l'écran. Ok. En fait, il clampe justement de 0 et 1 les valeurs. C'est ça. Donc c'est aussi parfois c'est important donc, quand on veut lire, des fois d'essayer de devoir ramener ces informations de 0 et 1, ouais. Effectivement, très bonne remarque. Alors, jusqu'à maintenant, on a donc là, je vais vous présenter des types d'informations usuelles qu'on va retrouver un peu partout. Un petit tableau récapitulatif. Lorsqu'on a une seule information, généralement, on la représente en niveau de gris parce que c'est un peu plus visuel, c'est un peu plus facile à comprendre que du rouge. C'est le cas, par exemple, des depth ou des Z-buffer, pour ceux qui ont déjà travaillé avec ce genre de texture. Donc on représente en niveau de gris. Dans le cas de mon Z-buffer à moi j'ai une depth qui vaut 0 lorsqu'on est au niveau de la caméra et qui vaut 1 lorsqu'on est à, on va dire, à l'horizon, à l'infini. C'est pour ça qu'en fait, plus un pixel sur cette texture va être foncé, plus le pixel est proche de l'écran, et vice versa. En 2 couleurs, on va afficher par exemple les UV. Je pense pas spécialement à d'autres choses pour l'instant, mais on va généralement afficher les UV. Après, il y a peut-être aussi d'autres utilisations. Ou en 2D, éventuellement, on pourrait aussi afficher la position si on travaille en 2D. Et avec 3 canaux, on va utiliser les 3 couleurs RGB comme on a pu le voir. Exemple typique, on peut afficher les normales ou la position.
Et en parlant des normales, pour ceux qui, si vous avez l'habitude de travailler avec des normal maps, vous savez à quoi ça ressemble à ça. Et maintenant, vous pouvez comprendre en fait ce que représentent ces informations. Ces informations représentent en fait la direction de la normale. Et il faut faire ce lien entre une couleur et une direction qui n'est pas forcément évident, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'acquérir. Voilà, donc sur ce J'ai une point-là, petite c'est un question. point, je vous conseille d'utiliser par exemple Desmos et Shadertoy que je vous ai présenté. Si vous voulez vous amuser un petit peu, essayer de faire des gradients, etc., essayer d'être à l'aise avec cette notion de lien entre couleurs et informations numériques, qui peuvent être des positions, des normales, etc. Avant de passer à, du coup, je vais vous présenter après en pratique avec un éditeur nodal comment on va travailler sur des shaders. Juste avant, on va parler un peu d'illumination. Alors, la base de la 3D, c'est ce qu'on appelle le lighting. Si vous n'avez pas de lighting en 3D, tous vos pixels sont de la même couleur et c'est impossible de distinguer en fait les formes qui vont apparaître. Alors, il y a plein de modèles d'illumination. Il en existe une pléthore, des modèles qui sont basés sur la physique, ce qu'on appelle le PBR. D'autres modèles qui sont plus simples, qu'on utilise plus dans des jeux avec une direction artistique stylisée. Mais en gros, la base de la plupart de ces modèles, vraiment le modèle le plus simple qu'on peut faire, c'est le suivant. Pour calculer l'intensité lumineuse reçue par un pixel, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la direction de la lumière par rapport au vecteur normal de ce pixel. Je m'explique. Vous avez notre petit personnage sur notre droite, qui possède plein de faces, donc les différents triangles que vous avez dans votre logiciel de modélisation 3D, et vous avez les normales à cette face. Sur la gauche, vous avez en rouge, en pointillé, on va dire la surface, et en bleu, le vecteur normal. En jaune, c'est la direction de la lumière principale qui va venir, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la direction, vous allez avoir une intensité lumineuse qui est plus ou moins forte. En fait, comment ça se traduit physiquement? Tout simplement, si vos rayons lumineux, plus vos rayons lumineux arrivent en parallèle à votre surface, moins ils vont en fait venir intersecter cette surface. Donc ça, c'est un très très bon modèle qui est à la base de tous les autres modèles qui fonctionnent extrêmement bien. Mathématiquement, il s'exprime avec un simple produit scalaire entre les deux vecteurs. Et on va voir par la suite que du coup, c'est assez visuel et c'est assez facile à se représenter. Alors, ce que je vous propose du coup pour ça, ça va être de passer sur Unity. J'ai juste une question avant. Qu'est-ce qui Oui. se passe quand du coup la lumière a la même direction que la normale? La valeur est négative du coup, mais est-ce que ça, je sais pas si ça fait Alors, des fichages ou c'est- ouais, alors comme on utilise le produit scalaire, effectivement, si votre lumière arrive en fait de l'intérieur, on va dire, je pense que c'est ça ta question, c'est si la lumière dans mon exemple là vient d'en bas, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand on va calculer le produit scalaire, on va avoir une information qui est négative. En fait, la valeur du produit scalaire va varier entre 1 et moins 1. 1, ça correspond lorsque la lumière est parfaitement alignée à la normale, et moins 1 lorsque c'est à l'opposé. Alors dans mon exemple, pour bien que vous compreniez, j'ai mis le vecteur de la lumière comme étant incident, c'est-à-dire qui arrive, qui pointe vers la surface. Pour les calculs, on utilise le vecteur opposé en fait. On n'utilise pas le vecteur incident, on utilise le vecteur qui part de la surface pour avoir justement pour régler ce souci aussi de signe qu'on peut rencontrer. Oui, Voilà. j'ai une question de Gaëtan aussi, Ouais, juste avant que tu commences l'exemple. vas-y. Est-ce que les normales pour les sprites 2D sont sur seulement deux coordonnées? Alors les normales pour les sprites 2D, ça c'est ça dépend en fait de comment on peut imaginer la chose. C'est là toute la puissance des shaders, on peut choisir. On peut très bien représenter des normales en 3D, avoir un système de rendu 3D classique sur Unity et faire des vrais normales en 3D pour donner une sorte un peu de profondeur à nos objets en 2D. Mais on peut effectivement donner des normales en 2 dimensions sur nos pixels. Après, je vois pas vraiment. Enfin, normal en 2 dimensions, à ma connaissance, j'en ai jamais vu. Généralement, on utilise quand même des normales en 3D pour avoir quelque chose qui est lisse et pour donner une sorte d'effet un peu lumineux pour en fait
créer une sorte de petit effet 3D lorsqu'on fait de la 2D. Mais en soi, tu pourrais effectivement, en fait, tu as totalement le choix, tu es libre à ce niveau-là. Et tu as une autre question de Milo qui a spawn en même temps. Est-ce que comment ça se passe du coup si t'as plusieurs normales sur une face? Alors, justement, lorsqu'on travaille avec un maillage, on travaille au niveau des points, en fait. Comment est constitué un maillage? Vous avez un ensemble de points et vous avez un ensemble de triangles. Les triangles, c'est simplement 3 indices qui vont dire c'est ces 3 points-là qui forment un triangle. Et en fait, les informations, on les stocke sur les points, pas sur les faces, enfin, pas sur les triangles. Et lorsqu'on va calculer les vecteurs normales d'un maillage, on va faire une sorte de moyenne pondérée des normales pour au final se retrouver avec seulement une normale par point. Et par exemple, il y a certains exemples, par exemple, si on a un cube et on veut pas des normales qui soient smooth, en fait, ce qui va se passer, c'est que les points vont être dupliqués. Les faces vont pas partager le même point. En réalité, il va y avoir 2 points distincts qui ont la même position. Est-ce que c'est clair? Mais à la limite, ça, si vous voulez, ces questions, on pourra y revenir un peu plus tard, il y a aucun souci. Voilà. Je vous ferai des petits schémas explicatifs. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous souhaitez, ou peut-être Milo, si j'ai pas bien répondu à ta question, n'hésite pas à me le faire savoir. Bien, je pense Ça a que l'air du coup, ok, on va... ouais. Ah, Non, c'est c'est ok, bon? pardon. Ok, nickel. On va pouvoir passer du coup maintenant donc à un premier exemple sur éditeur nodal. Enfin, un peu d'interactivité, un peu de pratique. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, mais vous allez voir qu'en fait, ça va tout de suite s'éclaircir. Alors, j'ai créé une scène assez simple sur Unity, où j'ai récupéré donc les assets au niveau du copyright. C'est Kenny, il fournit plein d'assets gratuits, ça c'est super pratique pour vos jams. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Il y a une pléthore d'assets gratuits. Donc j'ai mon personnage, donc là je vous ai montré un peu un résultat typique qu'on va essayer d'obtenir ensemble aujourd'hui. Donc c'est un grand classique du shader qui s'appelle le toon shading. Il y a plein de manières de le faire, je vais vous en présenter 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer pour un éditeur nodal, donc je rappelle, Shadergraph n'est disponible qu'avec l'URP et la HDRP. Si vous souhaitez l'installer dans votre projet, il faut ouvrir le package manager pour ceux qui sont sur Unity, hop, et venir installer l'Universal RP dans mon cas ou la HDRP. Voilà. J'ai mon Unity qui a freeze, super. Hop. Pardon. Voilà. Pour créer un graphe, on va tout simplement venir créer un shader. Alors là, vous avez plein de types d'assets. Donc les premiers, en fait, ce sont les shader codes. Et les graphes, ce sont ceux qui se retrouvent en dessous. Donc comme vous pouvez voir, on peut créer des shaders 2D. Donc pour l'instant, ils sont expérimentaux, mais c'est quand même pratique. Et on peut créer d'autres types de shaders. Alors nous, on va pas utiliser un PBR graph. Pour bien comprendre la différence en fait entre un unlit et un PBR, l'unlit, partons du principe, ce que je viens de vous présenter, c'est comme si on travaillait en fait en unlit. Unlit, c'est-à-dire que la couleur que vous allez donner va être directement affichée à l'écran. Le PBR, c'est différent, il va faire plein de calculs de lumière pour vous. Donc on pourra, si vous voulez, en discuter un peu, mais nous ici, on va faire de l'unlit parce qu'on veut travailler directement avec les couleurs. Alors je vais l'appeler par exemple Red, n'importe quoi, vous pouvez donner le nom, donc c'est pas forcément une bonne pratique que je vous présente, mais on va s'y atterrir. Alors, on va mettre Shadergraph du coup en plein écran. Alors, éditeur nodal, ça se représente sous cette forme. En haut à gauche, on a ici une fenêtre, on va venir pouvoir ajouter des propriétés. Donc, par exemple, des propriétés externes qu'on va même pouvoir modifier avec du code en temps réel. Ça va être par exemple les textures, les couleurs, etc. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Ici, vous avez le graphe, en fait, où vous allez donner vos valeurs que vous souhaitez écrire à l'écran. Donc on a, comme j'avais parlé tout à l'heure, on n'a pas la distinction vertex-fragment lorsqu'on utilise des graphes, tout est regroupé en un seul outil, ce qui est vachement pratique. Donc on va avoir les différents types de données qu'on va attacher aux points, aux positions, et les couleurs. En bas à droite, vous avez une preview en temps réel de ce que vous pouvez obtenir. Donc je peux par exemple changer, mettre un cube, voilà, ou mettre un cylindre.
Donc, je vous propose de partir sur une sphère, c'est le truc un peu classique. Quoique non, on va prendre une capsule, parfait, ça représentera un peu notre personnage. Pour créer un nœud, tout simplement, clic droit, create a node, et ce qu'on va faire ici, ça va être simplement de bind une couleur directement à l'écran. Donc dans un premier temps, on va venir créer une propriété couleur, on va la drag and drop, on peut modifier sa valeur par défaut, je suis obligé de ramener ça sur l'écran. Je vais mettre du rouge, on va prendre mon exemple, et je viens connecter ma couleur directement sur mon écran. Et alors ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai mon truc qui est affiché en rouge. Je vais sauvegarder l'asset, je vais revenir dans ma scène, et en fait je vais vous montrer, du coup je parlais d'illumination tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi. Si je vais dans mes matériaux, je change le matériau de mon personnage comme étant le rouge, sans information de lumière, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a du mal à distinguer un peu la 3D. Là, on a l'impression que c'est un sprite dessiné à l'écran. Alors, comme je bouge et que c'est interactif, on voit le modèle, mais on perd cette information des formes, en fait. Alors, pour faire ça, les formes, donc on va maintenant implémenter notre modèle d'illumination classique. Alors, j'ai récupéré sur internet, alors depuis Shadowgraph, ça je m'en sers pour l'exemple pour vous expliquer, mais c'est un peu compliqué de récupérer les informations de la lumière. Il y a quand même des moyens, donc j'ai récupéré un certain nœud, je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez, qui permet de récupérer les informations de la lumière, et alors lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est la position du pixel. Vous voyez, il demande en entrée la world position. Pour ça, on va simplement créer un nœud, récupérer la position. L'espace, on va bien mettre world, et on vient connecter notre position ici. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient les informations de notre lumière, donc la direction de notre lumière, le vecteur direction de notre lumière, et la couleur de la lumière. L'atténuation, on va pas s'en servir pour l'instant. Ce qu'on avait, si je rappelle bien, si je reviens sur ma présentation, hop, nous ce qu'on voulait calculer, c'était l'intensité lumineuse, le produit scalaire entre le vecteur normal et la direction de la lumière. Donc je vais récupérer, grâce à un nœud, tape simplement normal, on va venir récupérer le normal vecteur du pixel, et on va calculer le produit scalaire qui s'appelle dot product en anglais, entre la direction et le vecteur normal, et là, attention, c'est parfait, on obtient un premier modèle d'illumination. Alors, je vais juste m'arrêter un petit instant pour vous faire remarquer que vous voyez, Shadowgraph va tout le temps, en fait, à chaque nœud, vous proposer d'observer une preview. En fait, cette preview vous affiche une texture qui correspond aux couleurs, dont les couleurs correspondent à l'information que contient le nœud. Par exemple, ici j'ai le normal vecteur, en fait il vient nous afficher à l'écran la direction du vecteur normal. Et sur notre sphère, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, plus le vecteur normal va avoir une composante en X élevée, plus on va être en rouge, et plus en Y élevé, plus on va être en vert en haut. Il y a aussi le bleu, sauf que comme en fait on est dans le sens de la caméra, on voit pas le bleu vu que c'est de l'autre côté de la sphère. Mais vous voyez que comprendre visuellement à quoi correspondent les couleurs devient très important et va vous permettre de gagner un temps fou et de vraiment comprendre les différents graphes. Alors maintenant que j'ai cette couleur, ce produit, donc j'ai une intensité lumineuse, je peux venir multiplier ma couleur par cette intensité lumineuse. Voilà. Et la sortir dans la couleur finale. Et là, ce qu'on obtient, c'est notre premier modèle d'illumination dont je vous ai parlé tout à l'heure. On obtient notre personnage tout beau qui possède une illumination. Est-ce que jusque-là tout va bien? J'avais juste une question. Le node mainlight, c'est un vecteur? J'ai pas suivi quand tu l'as créé. Alors le node mainlight, en fait, c'est un node externe qui n'est pas présent de base. Pardon, tu m'entends parler. Enfin, c'est pas moi qui parle, enfin, désolé. Ah, ok. En fait, le node mainlight, c'est un node externe, c'est un node de custom qui a été créé par une personne, je vous enverrai le lien tout à l'heure, qui permet en fait de récupérer la direction. Mais ce que vous obtenez en fait comme information, c'est un vecteur direction, un vecteur couleur et un scalaire atténuation. Ok, d'accord. Merci.
Donc je prends la direction et je viens faire le produit scalaire. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça va être... mince. Hop là. Alors maintenant aussi intéressant que soit-il, pour l'instant on a juste une couleur uniforme sur notre objet, c'est pas hyper intéressant. Nous, notre personnage, on veut lui ajouter une texture. Alors là, tous les artistes 3D connaissent la joie de faire de l'UV mapping. Alors à quoi ça sert l'UV mapping? Justement, on va venir voir ça tous ensemble. Je peux récupérer les informations des UV grâce à mon nœud, et je peux rajouter par exemple une texture 2D qui va correspondre à la texture de mon personnage. Je vais lui assigner une texture par défaut. Hop, je ramène tous sur l'écran. La texture de mon personnage. Et je vais venir la glisser dans mon graphe. Et alors maintenant, le truc, c'est qu'une texture, c'est juste une information, à part. Une texture peut être utilisée pour plein de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut venir récupérer les valeurs de cette texture. Pour ça, on utilise un sampler. Donc il y a plusieurs types de sampleurs. On va utiliser le plus simple, le sampler 2D. Et alors le sampler 2D, il a besoin de 2 informations. La troisième information, j'en ai jamais eu le besoin. La première, c'est la texture à venir sampler. Et la deuxième, ce sont les coordonnées UV sur lesquelles on veut venir sampler. Une fois que vous avez la texture, en fait, on va remplacer notre couleur par notre texture, ce qui sort de notre texture, et on va avoir la texture affichée directement sur notre mesh. Donc là, par exemple, on peut voir sur le cylindre, on obtient ça, parce que l'UV mapping du cylindre ne correspond pas trop à notre personnage. Mais si je retourne dans notre scène, hop, il faut que j'assigne la texture, évidemment, au matériau. Alors pour ça, je vais venir récupérer le caractère matériel. Je viens lui assigner la texture, hop, et c'est tout beau, c'est tout propre, on a notre personnage qui est affiché. Donc ça, c'est vraiment en fait le process classique de rendu d'un modèle 3D en fait. Voilà. Alors aussi, on peut s'amuser un peu. Tout à l'heure, je vous montrais qu'on peut faire scroll par exemple. Vous savez, sur Shadowgraph, on a pu voir qu'on pouvait faire scroll ces gradients-là. On peut s'amuser à faire la même, par exemple. Alors pour ça, on va récupérer le temps. On va l'ajouter dans un vecteur 2. On va le mettre en X, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un scroll horizontal. On peut faire aussi un scroll en diagonale si on met les deux, ou vertical avec la valeur Y. Et si on vient ajouter ça, en fait, à nos UV, hop, comme vu précédemment, et que je remets mes UV dans ma texture, on va avoir en fait une texture qui scroll. Voilà, donc en fait, ça correspond, ça correspond à ce qu'on avait vu tout à l'heure, le gradient en fait rouge qui se déplaçait sur notre écran. Bon là, c'est pas hyper intéressant dans ce cas-là, mais c'est pour vous montrer l'interactivité vraiment totale qu'on peut avoir sur nos shaders. Bon, revenons à nos moutons. Nous, ce qu'on veut, c'est l'illumination. Donc là, on a fini notre petite tâche qui était d'illuminer nos personnages. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que certains ont des questions? N'hésitez vraiment pas à me couper. T'as une question de... Alors, ceux qui sont sur le Discord, by the way, vous pouvez, n'hésitez pas à ouvrir vos micros hein, quand il y a un petit temps mort comme ça. Il y a une question de Milo sur... est-ce que les UV sont rectangulaires pour avoir des jolies lignes entre les aplats? Alors, j'ai pas trop De quel compris UV tu parles, Milo? Je comprends pas trop la question, ouais, allô désolé. Ouais. Allô, on m'entend? Oui. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait penser à ce qu'ils font dans Dragon Ball FighterZ pour les pour les lignes noires. C'est un peu la même technique, donc je me demandais si c'était justement pour éviter le côté pixelisé des lignes. Je suis désolé, je t'entends mal. Je t'entends pas super bien. Ouais, je me demandais, ouais, justement, parce que... Ouais. Ah, bah à la limite, pose-moi la question à l'écrit, je regarde ça. Je te réponds tout de suite. Hop, donc conférence shader. Je garde le Discord sous la main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions en attendant, peut-être? Moi, j'ai une question. Vas-y. Ah, vas-y. Ouais. Non, mais je t'en prie. Ok, moi j'ai une question. Alors, je suis pas du tout artiste.
C'est quoi tout ce que je comprends bien, pour chaque modèle 3D, enfin pour chaque modèle, il y a à la fois un fichier sûrement OBJ qui représente le 3D, une Oui. texture normale, et comment on reçoit les informations de l'UV pour le Alors, texture? les UV sont sauvegardés dans le fichier OBJ. D'accord, directement. Ok. C'est ça. Le modèle contient en fait, chaque point du modèle va contenir plusieurs informations, c'est-à-dire la position, la normale. Ce qu'on a aussi généralement, c'est les tangentes. Pour faire du normal mapping, on a besoin aussi des tangentes. Des bitangentes, mais ça, elles peuvent être calculées à partir de la normale et de la tangente automatiquement. Et on peut aussi stocker plein d'autres types d'infos. Par exemple, pour les terrains, vous n'êtes sans savoir que les terrains, il y a du blending de textures en fait sur les terrains. Comment ça se passe? On va simplement avoir une valeur qui va être stockée sur les positions des points, qui va dire moi en ce point j'ai telle texture qui est affichée. Et après au niveau du shader, on va venir faire un blending de texture à partir de ces informations. Donc vraiment en fait le modèle peut contenir vraiment plein de types d'informations. La seule contrainte c'est qu'elles doivent être stockées sur les points du maillage. J'ai une question aussi au niveau du. Est-ce qu'on m'entend? Oui. J'ai une question du coup à propos des valeurs d'UV d'un modèle. Est-ce que à plusieurs endroits du modèle, ils peuvent faire référence aux mêmes coordonnées d'UV? Exactement. C'est vraiment un choix au niveau de la modélisation qui peut être fait, oui. D'ailleurs, manière intéressante, les jeux, par exemple Pokémon, pour réduire la taille de leur jeu, en fait, tous les Pokémon ont une particularité, c'est qu'ils sont symétriques, à part certaines rares exceptions. Mm. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sauvegardent que la moitié de la texture. Ils coupent la texture en deux, ils la dessinent, donc vous savez, on peut faire un dessin miroir sur Photoshop, etc. Comme ça, ils réduisent la taille de la texture, et en fait, au niveau des UV, ils vont venir recréer cet effet miroir avant d'aller sampler la texture. Alors, avoir les UV en orthogonale. Alors, les UV en orthogonale, ce qu'il faut savoir, c'est que les UV, dans tous les cas, sont toujours, je dirais, orthogonaux. En fait, tu as toujours une information. Lorsque tu fais de l'UV mapping en 3D, c'est toujours dans un carré. Donc, je sais pas si. Déplié plat. Ah, bah ça, après, déplié droit. Oui, ça, après, il n'y a pas vraiment de. Tout ce que je peux dire, c'est que l'UV c'est un art, l'UV mapping c'est tout un art, et que les UV orthogonaux, à ce qui permettent d'éviter d'avoir de la pixelisation, ça dépend. C'est sûr que tes pixels sont alignés avec tes UV, mais sur des textures de haute résolution, de toute manière, hein, tu fais les UV pour que ça mappe le mieux. Moi, j'ai une question, c'est comment. Pardon. Oui. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, lorsque vous faites du rendu, les textures, en fait, si tu veux, c'est un peu la séparation texture, donc la donnée et ce qui processe la texture. Lorsque tu vas sampler une texture, par exemple, tu veux pouvoir lui appliquer des rotations, des choses comme ça, ou simplement faire de l'interpolation. Sauf qu'en fait, l'interpolation, elle se fait pas au niveau des données de la texture, en fait un petit process au niveau du GPU, c'est ce qu'on appelle en fait des texture mapping, texture sampling unit, qui vont venir, eux, faire les calculs d'interpolation pour te donner la couleur du pixel. Donc, en fait, c'est une interface entre l'objet, la texture, et toi qui dis je veux avoir la couleur de cette texture à telle coordonnée. Donc je sais pas si c'est clair, mais il faut vraiment voir ça. C'est la texture, faut vraiment se dire que c'est un asset à part, et le sampler, c'est ce qui permet d'aller lire les valeurs dans l'asset. Tu peux voir ça aussi de manière simplifiée comme ça. Comme par exemple, tu as des fichiers de texte et tu as un logiciel, que ce soit bloc-notes, Word, etc., qui te permettent de lire les fichiers texte. Il y avait une autre question du coup? Oui, vas-y. Alors, Oui. Je voulais savoir du coup comment est-ce qu'on. Enfin, du coup, l'UV du personnage est déplié en 2D, mais comment on fait pour savoir que du coup, à tel. Enfin, par exemple, genre si si mon raycast touche, je sais pas, genre le front du personnage,
comment est-ce qu'on fait pour savoir, en fait, du coup, quelle position de l'UV-map est reliée à la zone qui a été touchée? Justement, en fait, c'est tout le principe de l'UV mapping, c'est de donner cette correspondance. Lorsque vous faites de l'UV mapping, vous donnez une correspondance entre une position en 3D et une position en 2D, en fait. C'est tout le travail des artistes. Parce qu'il y a aucun lien, par définition, il n'y a aucun lien entre des informations en 3D et des informations en 2D. On pourrait se dire, la 3D, on a un nombre infini supplémentaire d'informations. Il nous faut donc un moyen de se dire, à partir de telle coordonnée, je vais avoir telle coordonnée sur ma texture. Et c'est tout ça le principe de l'UV mapping. Fondamentalement, en fait, c'est ça l'UV mapping. Exactement. Est-ce que ça a répondu à ta question, du coup? Pas vraiment, en fait. C'est plus, du coup, quand je fais un recast, Ouais. je vais toucher, du coup, un triangle. Oui. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on va, du coup, utiliser les 3 points de ce triangle, genre savoir où Ah est-ce oui. qu'ils sont positionnés sur l'UV pour savoir, du coup, quelle est la couleur du pixel que je vise? Oui, ça, en fait, ce que tu vas faire, c'est que pour récupérer la valeur UV, tu vas récupérer l'UV des 3 points et tu vas faire un calcul barycentrique. Donc ça, après, c'est des notions un peu plus poussées en géométrie, en rendu, mais oui, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle une interpolation avec 3 points de tes UV. OK. Effectivement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, par exemple, lorsque vous voyez un carré comme ça affiché à l'écran, en réalité, lui, ce qui rend, c'est 2 triangles, ou un seul, mais généralement, c'est 2 triangles. Et en fait, en chaque point, il fait une interpolation à partir des 3 points pour récupérer la position de l'UV. C'est pour ça que vous avez des gradients. Si par exemple, là, on va faire un truc très simple. Je vais venir afficher les UV, si vous voulez, de mon modèle. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça permet de bien voir. Si j'affiche les UV directement en tant que couleur de mon modèle, en fait, vous voyez qu'on obtient des dégradés avec, là, on voit les différentes cimes du modèle, différentes coutures. Donc là, par exemple, sur ce modèle, quand on a une discontinuité dans un dégradé, c'est qu'en fait, l'artiste est venu découper ici le modèle pour pouvoir déplier les UV. Et donc si je zoome super près, en fait, en chaque triangle, alors je sais pas, est-ce que je pourrais afficher les triangles à vue wireframe, c'est où déjà? Je sais C'est plus tout à du tout. gauche, shaded et du coup, il y a wireframe et je crois il y a Ah oui, wire shaded. shaded wireframe. OK, ça a pas l'air de bien fonctionner. Voilà, donc tu vois, les triangles sont gros, donc toi, tu as les informations des UV sur les points. Et lorsque je shade, en fait, tu vois, il va venir faire une interpolation. Donc là, on voit pas trop bien, c'est très vert, mais peut-être sur des coins ici, où Faut on a appuyer vraiment sur le dégradé. Là, en haut à droite, dans Gizmo à côté de la caméra, il me semble qu'il y a le choix de voilà, sélection wire. Ah oui, parfait, merci. Voilà. Donc là, tu vois bien qu'en fait, on arrive à calculer pour chaque point de pixel ces UV à partir des données des 3 points du triangle. Ouais. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu à un côté maintenant un peu plus artistique à la suite. Je vous propose un petit atelier de toon shading. On va faire ça ensemble du coup. Toujours dans mon shader, on avait vu que l'intensité lumineuse en fait variait entre les différentes valeurs. Il y a un outil qui est très pratique que certains doivent déjà connaître qui s'appelle le posterize. Et alors le posterize, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient couper un dégradé, il fait ce qu'on appelle une discrétisation, il vient couper un dégradé en valeurs fixes. Par exemple, si je lui demande d'avoir 2 valeurs fixes, je vais me retrouver avec une partie noire et une partie blanche. Et plus j'augmente, en fait, plus on va avoir des seuils qui vont apparaître. Donc si par exemple je lui mets du 4, voilà, et que j'utilise ça comme nouvelle intensité lumineuse, on va avoir ces phénomènes-là qui apparaissent. Donc si par exemple je vais dans ma scène, on va avoir là, vous voyez, l'intensité lumineuse, au lieu d'être lisse, elle va être coupée en fait en différents niveaux d'intensité. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, le problème, un petit choix qui peut se faire, c'est que souvent le problème quand on utilise cette méthode, c'est que l'ombre est totalement noire. Et dans un jeu, ça peut être un peu problématique d'avoir une ombre totalement noire. Alors ce qu'on peut faire, c'est que là, on va pouvoir venir changer les valeurs.
entre -1 et 1. Donc par exemple, moi je sais que mon produit scalaire, les valeurs, les extrémums, ce sont -1 et 1. Mon produit scalaire est compris entre -1 et 1. Et alors ce nœud permet de venir en fait changer les valeurs de -1 à 1 et venir les retransformer sur des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. En fait, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'avoir une intensité qui, au lieu que la couleur soit noire dès qu'on atteint les bords, en fait, elle va être noire lorsqu'on a vraiment la direction opposée. Et ça permet par exemple d'avoir des couleurs quand même un peu plus éclairées pour notre personnage. Et si on veut vraiment pas de noir sur les bords, on peut même venir ajouter, par exemple, au lieu de les remapper entre -1 et 1, on peut venir les remapper, par exemple, je sais pas, 0,2 et 1. Et en faisant ça, hop, je vais avoir une ombre qui n'est plus totalement noire. Donc ça, c'est une méthode, on va dire assez classique, assez pratique. Voilà. Donc est-ce que ça va à ce niveau-là? Est-ce que je suis peut-être allé un peu vite sur, Ça va. sur ça? Parfait. Alors, je vais vous me présenter maintenant une autre manière de faire du toon shading qui permet en fait d'avoir un meilleur contrôle artistique. Alors pour ça, je vous propose un petit, du coup, une petite suite d'instructions et on va pouvoir en discuter tous ensemble. La première chose qu'on va faire, c'est venir récupérer l'intensité lumineuse. Donc en fait, on va souvent commencer par ça. Ensuite, on va la remapper entre de -1 à 1 à 0,1 pour les mêmes raisons qu'on avait tout à l'heure. Et alors en fait, pourquoi on veut des valeurs entre 0 et 1? Vous allez comprendre. On va transformer cette intensité en UV. Alors là, ça peut paraître un peu farfelu, mais l'intérêt de transformer cette intensité en UV, quel est-il? Il est qu'à partir de ces UV-là, on peut venir sampler une texture, récupérer les valeurs d'une texture. Et donc on peut récupérer les valeurs de ce qu'on appelle une texture, une rampe, qui elle va contenir nos différents niveaux d'intensité comme on le souhaite. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'au lieu d'utiliser un posterize et de juste choisir le nombre d'étapes, on va pouvoir avoir un total contrôle sur les différents niveaux d'intensité qu'on souhaite. Alors pour ça, je vais vous présenter du coup, j'avais créé une petite texture de rampe, qu'on va retrouver ici, normalement si je dis pas de bêtises, c'est ça. Si je l'ouvre, attention, je n'utilise pas Photoshop. Voilà, donc là j'ai ma texture de rampe, que je vais pouvoir venir modifier à souhait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, j'ai défini des niveaux d'intensité qui font pas tous la même taille. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va traduire cette suite d'instructions en nœud? Alors on va revenir sur notre remap, ici. Donc on rappelle intensité lumineuse, on retransforme cette valeur entre 0 et 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup transformer ça en UV. Et alors pour transformer ça en UV, les UV, c'est ni plus ni moins qu'en fait un vecteur à 2 dimensions. Alors lui, il nous sort un vecteur à 3 dimensions, parce qu'en réalité, on peut stocker plus d'informations dans les UV, mais on a besoin qu'un vecteur à 2 dimensions pour venir sampler une texture. Donc une fois que j'ai récupéré cette intensité lumineuse, je vais la mettre sur ma valeur horizontale, pour créer mon vecteur 2. Et maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est que si je viens créer un sampler 2D, et que je cale ça comme étant les UV, alors pour bien vous montrer, je vais reprendre la même texture tout à l'heure, vous allez voir l'effet que ça va faire. Hop. On va venir en fait sampler la texture uniquement en fonction de l'intensité lumineuse. Et si je prends le cas de ma rampe, lorsque l'intensité lumineuse sera nulle, lorsqu'elle vaudra 0, lorsqu'on sera dans la pénombre, ça sera la valeur à gauche qui sera utilisée, et plus on va aller dans la lumière, plus l'intensité lumineuse, plus on va aller sampler une valeur qui est à droite. Donc en fait, on a aussi ces techniques-là de transformer les UV avant d'aller sampler des textures. Et on peut même des fois générer des UV. Là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on génère procéduralement des UV pour venir sampler la texture. Alors pour ce que je vais faire quand même, c'est qu'on va bien présenter avec notre rampe. Donc je vais venir présenter notre texture, notre rampe. Hop. On va venir sélectionner la rampe.
Et alors là, ce qui va se passer, voilà, c'est que comme pour le posterize de tout à l'heure, on a à peu près le même effet qu'on retrouve. Donc je vais venir ensuite, pareil, multiplier ceci par l'intensité lumineuse, enfin par la couleur, pardon, remettre ça dans ma couleur, et ce qu'on observe, c'est le même effet que tout à l'heure. Alors normalement, ah oui, je rappelle qu'il n'y a pas, il faut remettre la texture ici, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-observer le même effet que tout à l'heure. Sauf qu'il y a une grosse différence ici, c'est que maintenant on a un contrôle artistique sur les niveaux d'intensité de lumière. Donc si par exemple, je veux faire une sorte de petit, de toute petite frontière ici entre les deux, je peux très bien venir modifier ma texture. Hop. Je vais venir modifier, hop, ma texture pour avoir ce résultat-là, donc je sauvegarde. Et sur Unity, on va voir qu'ici j'ai créé, en fait, j'ai modifié les niveaux d'intensité. Donc ce niveau d'intensité est beaucoup plus petit, mais on le voit apparaître. Donc ça, c'est un premier aspect, donc si on travaille en une seule couleur, mais on peut même venir, par exemple, donner, par exemple, une colorimétrie à nos ombres, en leur ajoutant, par exemple, une couleur à notre texture, si on veut utiliser la texture avec tous ces canaux. Donc si par exemple, je mets une valeur rouge, hop, dans les ombres, une valeur peut-être un peu plus rouge. Voilà, donc si par exemple je transforme ma rampe comme étant comme ça-ci, et que je sauvegarde, on va avoir ce genre d'effet qui va apparaître, où on va avoir, vous voyez, une colorisation en fait de notre pénombre. Donc on obtient vraiment c'est vraiment une technique, ça par exemple, qui permet d'avoir un meilleur contrôle artistique. Donc il y a vraiment plein de techniques qui existent comme ceci. C'est pas forcément évident d'inventer ces techniques, mais ce qu'il faut être capable surtout, c'est souvent quand les gens trouvent des techniques comme ça, les partagent. Ce qu'il faut être capable surtout, c'est pouvoir décomposer en fait un graphe. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de bien, je vais me remettre en plein écran, de bien apprendre à lire en fait, comprendre à chaque fois ces previews à quoi elles correspondent. Alors là, pour l'instant, on est que sur une seule couleur, mais on peut avoir des previews sur plusieurs couleurs, comme par exemple les normales. Donc voici tout l'intérêt d'avoir ce genre de choses. Est-ce que, du coup, jusqu'à maintenant, je pense qu'on a fini avec ce premier exemple de toon shading. Je peux même vous montrer des petits effets cool qu'on peut rajouter, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Alors moi, j'ai une question. Oui. Par exemple, dans un jeu comme Zelda Wind Waker, vous utilisez le toon shading. Oui. Est-ce qu'ils ont mis ils ont fait un shader comme ça et ils l'ont mis sur chaque objet, ou alors c'est sur la caméra directement qui a l'effet de toon shading et du coup ça le rend. Alors ça va dépendre en fait de la manière de faire le rendu. Moi je pense qu'ils l'ont mis sur chaque objet. En fait, t'as deux manières de faire le rendu. La première, c'est sur chaque objet directement t'attaches le shader, comme tu disais. Sinon, une autre manière, c'est justement de générer plein de textures qui vont posséder donc une texture par exemple qui correspond au normal des objets, une texture qui correspond aux positions, une texture qui correspond par exemple à l'albédo. Et à la fin, en post-processing, on va venir combiner toutes ces textures pour avoir le rendu final. Le problème de cette technique, c'est que ce qu'on appelle donc le rendu différé, elle fonctionne extrêmement bien quand tous tes objets partagent le même matériau. Sauf que dans Zelda, en fait, le monde n'est pas en toon shading. Du coup, je pense qu'ils ont plutôt opté pour une approche le matériau qui est directement attaché au personnage. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tu ne peux pas faire de rendu sans matériau. C'est-à-dire que dans Unity, si tu enlèves les matériaux, il va t'afficher un truc rose, où il va te mettre toujours un matériau par défaut, qui est son matériau standard avec son illumination à lui, leur modèle qu'ils ont décidé d'implémenter. Mais oui, dans Zelda, en fait, tout simplement, ils vont venir attacher le matériau au personnage. D'ailleurs, la lumière, là, je vous ai montré le produit, enfin le simple produit scalaire, mais en fait, bah, je vais vous montrer. Il y a plein de modèles de lumière en stylisé. On utilise aussi le modèle, ce qu'on appelle le Blindfong modèle, donc le modèle de la lumière de Blindfong. C'est un modèle qui un chouïa plus complexe à implémenter. Donc là, il montre l'exemple avec du code. Et en fait, ce modèle, l'avantage, c'est qu'aussi, en plus d'avoir
on va dire la couleur diffuse, parce que nous, on a travaillé que sur la couleur diffuse, il va aussi montrer ce qu'on appelle les highlights, donc la lumière spéculaire. Donc ça, lorsque vous regardez un objet, en fait, il y a une partie de la lumière qui dépend de votre angle de vue. Et souvent, ça fait des petites taches lumineuses qu'on peut retrouver comme ça. Donc il y a plein de modèles qui existent. Voilà, donc ça, après, on peut s'y intéresser. Alors, ça peut faire peur, hein, il y a des formules de maths, etc. Mais là, c'est parce que c'est Wikipédia. Généralement, Wikipédia, il montre tout. Mais ça, il y a moyen de décomposer ça. C'est pas forcément ultra compliqué. Mais oui, par exemple, dans Zelda, ils font du rim lighting. Je peux vous montrer, par exemple, une technique assez simple pour faire du rim lighting. Alors, rim lighting, je rappelle, c'est en fait avoir une sorte de halo lumineux sur les bords du personnage. Alors, en fait, pour faire ça, on va simplement utiliser un effet de Fresnel. L'effet de Fresnel, c'est simplement ce nœud-là, qui va permettre d'avoir une intensité qui dépend de l'angle de vue, et qui en fait va être élevé sur les bords. Je vais quand même déplacer tout ceci. Donc là, par exemple, j'ai mon effet de Fresnel. Alors, ce que je peux venir faire, par exemple, c'est un nouveau nœud, où je vais prendre la valeur maximum entre l'effet de Fresnel et mon intensité lumineuse. Hop. Donc je vais avoir une sorte de chose comme ça. Alors c'est pas forcément super bien. Voilà, donc par exemple, on peut avoir ce genre de tâche. Alors pour l'instant, il y a une tâche qui est pas très belle, mais c'est pas forcément inintéressant. Je vais peut-être le faire après le remapping. Parce que de toute manière, nous, on postérise derrière. Enfin, on va appliquer notre tool shading. Voilà. Donc là, on a quand même l'effet qui marche un peu mieux comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut avoir les... Je rajoute en fait les contours ici à cette intensité-là. Et si je viens normalement sauvegarder lorsque je fais ma postérisation, hop, voilà. En fait, je vais venir ajouter des contours lumineux à mon personnage. Donc là, ça rend pas forcément hyper bien, il faudrait peut-être plus strict la chose, mais vous voyez que quand je regarde derrière, en fait, on a les bords du personnage qui vont s'allumer. Enfin, qui vont devenir plus lumineux. Donc ça, c'est un effet notamment qu'ils utilisent dans Breath of the Wild. Si je tape par exemple rim lighting, voilà, c'est le genre d'effet qu'on a. Breath of the Wild. Voilà, donc là par exemple, il y a des gens qui décomposent un peu, et on voit que sur les bords on a du rim lighting. Ce genre d'effet là. Ok. Après, faut vraiment s'amuser un peu avec les shaders, essayer de manipuler un peu, hein. N'hésitez pas à vraiment prendre des nœuds, manipuler, etc. Il y a beaucoup de tutos sur internet. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, vraiment faites du graphe. Le graphe, c'est hyper visuel, hyper pratique. Le code, ça risque plus de vous perdre qu'autre chose, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et il y a une pléthore de tutoriels. Et d'ailleurs, l'avantage des graphes, c'est que si vous trouvez un tuto sur une reel, en fait, il peut aussi s'adapter sur Unity. Il suffit juste de mettre les mêmes graphes. Enfin, les mêmes nœuds dans le même ordre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou... Et maintenant, ce que je peux vous proposer aussi, c'est si vous avez des questions de type de shader que vous voudriez qu'on essaie de faire ensemble, des petits effets auxquels vous pensez. On peut peut-être essayer de voir pour faire ça ensemble en graphe. Bonsoir. Bonsoir. Ok, merci. J'avais juste une question. Ce serait pour faire un shader un peu comme un miroir pour faire de la réflexion. Ok, alors la réflexion, c'est... Alors le problème du rendu, c'est qu'en fait, on peut pas absolument tout faire en rendu on va dire de manière simple. La réflexion... alors si tu fais du ray tracing, c'est facile, parce que suffit de faire rebondir le rayon. Le problème, c'est que comme là, on fait on utilise une pipeline classique de rasterisation, on est obligé de faire des fausses réflexions. Alors pour faire les fausses réflexions, ce qu'on fait, c'est qu'on va rendre l'environnement en fait dans une texture à part. On va venir sampler cette texture. Alors en graphe, je sais pas si on peut récupérer la texture de l'environ, qui est une texture 3D. On peut regarder ça ensemble. Si je mets par exemple Unity, environment probe, shader graph. Est-ce qu'il y a des gens réflexion de probe node? Alors apparemment il y est.
Reflection probe. Voilà. Ah oui, donc c'est parfait. Donc on peut récupérer la valeur de la réflexion. Alors ce qui nous sort, est-ce que c'est une couleur? On va tester ça tout de suite. Si je mets ça dans couleur. Je sauvegarde, je vais dans ma scène. Non, j'ai pas l'impression. Oui, t'as peut-être moyen, oui, sûrement. En allant récupérer la valeur. Alors la view dir, object space, peut-être qu'il faut que j'utilise. Hop. View direction. Et la normale, qui est la normale. Hop. Normal. Alors normal, normalement, il les prend par défaut comme il faut, hein, mais. Normal vector. Si je mets les deux en object space, je pense pas que ça change grand chose, ouais. Non, j'ai inversé les deux, hop. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tu peux utiliser les reflection probe pour faire des réflexions. Ouais. D'accord, je te remercie. Voilà. Après, tu dois peut-être sûrement avoir des tutos sur internet un peu plus poussés. Mais du coup, ouais, généralement, la technique utilisée, c'est de prendre le rendu d'une caméra et de le mettre dans une texture, comme tu as dit. C'est ça. En fait, par exemple, quand on veut faire une réflexion planaire, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, là, la caméra regarde vers le bas. En fait, on va avoir une caméra, donc nous, on contrôle pas, qui va en fait être inversée sous le plan, par exemple, sous le sol, et qui va faire une vue d'en bas, en fait. Et elle va sauvegarder cette vue d'en bas dans une texture à part, et lorsque vous voulez faire la réflexion, vous allez simplement aller chercher dans cette texture la valeur correspondante. C'est le problème, en fait, de la rasterisation, c'est que on peut pas ajouter les lois physiques super simplement, facilement, parce qu'on travaille pas en optique, en fait. On travaille avec des techniques de triche un peu par-ci, par-là. Mais aussi, il y a peut-être, parce que j'ai peut-être tout simplement pas ajouté, si je mets... alors, les reflection probes, c'est où ça donne light? Ah, si je mets une reflection probe, par exemple, peut-être que ça va marcher finalement. Je vais mettre une reflection probe ici, je vais remettre... hop. Mince. Le node reflection probe. J'essaie de le mettre dans couleur directement. Voilà, ah oui, donc là, ça fonctionne bien. Faudrait que je change la skybox. Mais peut-être des cubes ou des trucs qui a des objets à réfléchir en fait. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est juste ça qui manque. Ouais, un cube, effectivement. Hop. Peut-être au-dessus du personnage. Alors, il va falloir rebake la reflection probe, du coup. Bake, c'est où le baking? Baked, on est en real time. Voilà. Donc là, on va avoir... Alors, je sais pas pourquoi il me fait ça, c'est un peu bizarre. Voilà, donc après, il faut tricker avec les reflection probes, c'est pas forcément super simple à utiliser. Mais en gros, c'est possible. Tu peux, si tu ajoutes des reflection probes dans ta scène, ajouter ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dessine? Ah, tu vois, en gros, la reflection probe, elle dessine la scène comme ceci. Et du coup, t'as les réflexions qui marchent pas hyper... Ah, tu vois, on voit un peu les réflexions dans le personnage. Bon, ça marche pas hyper bien, hein, c'est pas hyper fonctionnel. Mais en tout cas, ça peut... Ça va dépendre aussi de la caméra que tu utilises. Du coup, j'avais une question parce que enfin, ça fait 2 ans que j'utilise du coup ShaderGraph. Ouais. Et savoir du coup, vous connaissez une manière, on va dire, assez accessible pour passer du coup justement du Node vers le code. Ouais. Alors du Node vers le code, justement déjà ce que je peux te conseiller, c'est dans un premier temps essayer de réécrire des shaders que tu fais en graph, des trucs vraiment très simples hein, pour t'habituer. En code, je te conseille vraiment d'utiliser ShaderToy. Au début, tu vas juste t'amuser à taper quelques petites lignes de code, essayer de voir déjà être à l'aise avec cette notion d'écriture en fait de code. J'ai pas de souci avec l'écriture de code et sur ShaderToy, j'ai déjà fait. T'as déjà fait du ray tracing, des trucs comme ça?
Alors, j'ai pas fait du ray tracing, je fais du ray marching. Ouais, ok, ouais, c'est similaire, ok. Ouais, bah en vrai, juste tu regardes la doc Shader Lab d'Unity. T'embête pas au début à faire des shaders from scratch, hein. Regarde les surface shaders, comment ça fonctionne. Sinon, si tu veux vraiment faire du code, Unity, c'est vrai qu'ils ont un système de shader assez lourd. Je sais pas, tu pourrais peut-être essayer de faire du HLSL, te faire ta propre application de rendu. Comme ça, tu fais vraiment toutes les étapes. Tu as par exemple le site Learn OpenGL qui explique bien. Mais après, là, par contre, faut que tu saches, c'est que si tu vas taper dans du code, tu vas être obligé de t'intéresser en fait, à plein d'autres concepts de rendu. Donc, il y a ce site qui est vraiment pas mal. Parce qu'ils ont des trucs sur les shaders, je sais pas exactement. En gros, t'as cette ressource-là qui est plutôt pas mal. Sinon, ouais, sinon, fais des surface shaders pour commencer, c'est pas mal. Noé, Ouais, peut-être une question sur un shader. oui. Faire un shader, je t'envoie un message je t'envoie un lien pour voir à quoi il ressemble. Ouais. Faut voir comment toi tu feras un shader dans ce style. Voilà. Alors, shader. Ah oui, justement, j'avais vu ta question l'autre jour, le shader. Oui. Un peu non. Alors, je vais ouvrir là pour que tout le monde puisse voir. Alors en fait, je pense que, bah, je vais te montrer. Je pense qu'on peut faire ça assez simplement. Je vais chercher une texture. Alors, bon, je vais en profiter pour vous montrer le noise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle texture, mais je vais vous montrer. On va générer la texture procéduralement. Voilà. Donc, vous pouvez dans Shader Graph générer par exemple du noise. Alors non, celui-là c'est pas le bon. Du noise, donc du noise c'est quoi? C'est du bruit, c'est de l'aléatoire. Donc vous avez plein de types de noise que vous pouvez générer. Par exemple, vous pouvez générer du bruit comme ça. Mais alors ce que je te propose, c'est de générer un node qui est vraiment pas mal si vous voulez faire du stylisé, c'est les Voronoi. Alors les Voronoi, c'est ce genre de patterns qui sont aléatoires. Et alors, ce que je peux te proposer en fait, on va voir ça. L'idée, ça va être d'afficher ce pattern sur tout ton objet, mais uniquement là où il y a pas d'intensité lumineuse. Alors pour ça, je m'explique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer. Alors, je vais enlever le tool shading hein, pour avoir un truc qui est bien smooth. Donc on va enlever cette rampe, on va se ramener à notre shading ici. Et on va pareil enlever le remapping pour bien pouvoir voir dans les ombres. Donc, je vais revenir sur le modèle initial. Hop. Voilà, donc l'ancien modèle qu'on avait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le node 1- pour inverser en fait la couleur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une valeur -1 ici, alors le 1-, non, il va pas marcher ici parce que je vais quand même remap entre 0 et 1 en fait. Parce que 1- ça fait l'opération 1 - quelque chose, donc ça risque de pas forcément bien marcher. Donc je récupère en fait l'intensité inversée lumineuse. Et en fait, cette intensité lumineuse inversée, je vais venir la multiplier. Par exemple par mon Voronoi, qu'on pourrait trouver ici. Voilà, donc je prends mon Voronoi, je le multiplie par la luminosité inversée. Et alors, l'effet que ça devrait avoir... Alors le problème, c'est que comme c'est une sphère, on va avoir des cimes. L'idée, c'est que là où tu vas être éclairé, tu vas avoir très peu d'intensité lumineuse. Là où tu vas être éclairé, comme on calcule l'intensité lumineuse, enfin le contraire, l'opposé de l'intensité lumineuse, tu vas avoir du 0, et quand tu vas être dans l'ombre, tu vas avoir du 1. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, c'est l'inverse pour l'instant. Et en fait, donc là, ça se voit pas forcément super bien, on va juste rajouter un petit peu... Bon, je fais des trucs un petit peu... J'essaie de faire ça un peu rapidement. Donc, si par exemple j'utilise la fonction power, tu vois, je peux ajouter, amplifier cet effet-là. Et donc quand je vais venir multiplier, en fait, on va avoir, tu vois, la texture qui va s'afficher que du côté de l'ombre. Cette texture-là. Et cette texture, par exemple, je peux venir l'ajouter. Donc si je viens faire un add, alors ça sera pas forcément hyper beau, je préviens. Hein. Après, ça sera à toi de tricker un peu. Mais on a la texture qui va pouvoir venir s'ajouter. Alors je vais peut-être plutôt faire un max plutôt qu'un add.
pour pas avoir l'ajout des couleurs, mais simplement avoir la plus grosse intensité lumineuse. Hop. Non, ça va pas le faire. Il faudrait que je fasse un blend. On va faire un blend. La couleur de base, c'est la couleur de base qu'on a. La couleur qu'on va ajouter par-dessus, c'est celle-là. Et l'opacité, voilà. Alors, l'opacité, normalement, il faut qu'elle dépende de l'UV. C'est pas simplement un multiply, en fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on... non, si tu multiplies, ça risque de pas rendre ça super bien. Attends, j'essaye quelque chose. Normalement, ça devrait être plutôt bon. Ouais, alors je sais pas, ça a pas l'air de bien... C'est pas ton mode de blend juste qui fait chier là? Ouais, je vois. Faudrait que je prenne... Normalement, overlay, ça devrait marcher. Peut-être un multiply. Screen. Bon, là, ça fait une addition. Donc, il y a plein de méthodes d'avoir du blend. Light and... Non. Inner burn. Bon, en gros, si tu veux, il va falloir essayer de trouver une petite technique comme ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute une texture par-dessus en surcouche. Par exemple, cette texture-là. Je pense que c'est vrai que peut-être qu'avec un multiply, mais... Il va ajouter cette texture en fait dans la pénombre, et pour avoir justement l'intensité de la pénombre, il utilise... Je pense qu'en fait, il calcule l'inverse de l'intensité lumineuse. Et tu vas simplement t'en servir comme alpha pour ta texture que tu vas ajouter par-dessus. Alors après, le blend, normalement, on a l'opacité qui devrait être bonne, plutôt bonne. Mais normalement, un overlay, ça devrait fonctionner. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hop. Je comprends pas trop pourquoi il est pas content. Couleur de base. Alors... En tout cas, tu vois, si par exemple, bon, c'est pas très beau, hein, faudrait retravailler un peu ça, mais si par exemple j'utilise un... C'est quoi? C'était voilà, linéaire, n'importe. Voilà, le lighten. En fait, il va venir ajouter la couleur, il va venir de manière additive. En fait, ce que tu vois, c'est que bon, là, ça sera pas très beau, mais l'idée est là, dans l'ombre, tu vas voir ces motifs-là. Donc tu vas pouvoir ajouter une texture dans les ombres. À ce propos, tu as une question sur Twitch. Ouais. À quoi ça sert le blend? Est-ce que c'est un LERP? Le blend, alors c'est pas un LERP. En fait, le blending, c'est pour le coup, lorsque vous avez des images, bon, je vais utiliser mon fameux logiciel paint.net. Hop, elle est où la fenêtre des calques? Lorsque vous avez des différents calques dans votre logiciel, vous avez des méthodes de fusion. Le blend, c'est comment est-ce qu'on fusionne en fait deux couches de couleurs. Si par exemple, là, bon, je vais revenir en arrière pour remettre mes niveaux de gris. Si par exemple, je veux ajouter une couche par-dessus qui est rouge, j'ai plein de manières de fusionner en fait ces couleurs-là. J'ai par exemple la multiplication. Donc ça c'est pas mal lorsqu'on va appliquer une couleur sur un niveau de gris. Et puis on a plein de méthodes qui permettent de fusionner les couleurs. C'est ce que vous avez dans Photoshop, les différents. Mais ça c'est vraiment quelque chose à part entière qu'on retrouve un peu partout. Le Node Blend permet en fait de reproduire toutes ces opérations. Le LERP, c'est pas exactement ça. Le LERP, c'est lorsque vous allez faire une interpolation. Par exemple, si je veux faire un LERP entre les deux textures, le problème, c'est que je peux pas avoir cet effet de superposition. Un LERP, en fait, lorsqu'on est sur deux extrêmes, on est soit sur l'une, soit sur l'autre. Je vais prendre un exemple. Si je prends cette texture-là et que je les LERP avec l'intensité lumineuse, ah bah si, il faut croire qu'il fait exactement la même chose ici dans ce cas-là. Pour le coup, je piche vraiment pas pourquoi. Il me le met en bleu. En fait, c'est ça que je piche pas, c'est pourquoi il me le met en bleu. Normalement, il devrait être blanc. Bref. En tout cas, oui, tu obtiens le même résultat. Mais le blend, en fait, t'as pas juste l'interpolation directe, t'as plein d'autres modes de fusion des couleurs. Ça, les utilisateurs de Photoshop ont plutôt l'habitude. Ah, donc là, tu vois, c'est très moche, mais je pense que tu peux avoir ce genre d'effet. Après, il faut juste trouver la bonne méthode pour superposer les couleurs. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, moi, ça m'aide beaucoup. C'est une bonne piste, en tout cas. Merci.
Voilà, alors aussi je peux vous montrer peut-être un effet, on va parler, on se prépare la Global Game Jam, si vous n'avez pas de questions, je peux vous montrer aussi de faire de la dissolution, ça c'est un effet assez stylé, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Alors je vous propose de virer ce lighting qu'on avait, simplement d'avoir un truc sans lumière. Les effets de dissolution sont utilisés pas mal dans les FX, pour pouvoir faire disparaître ou apparaître des objets. Alors pour ça, comment ça fonctionne? Je vous montre le principe. Vous générez un bruit, par exemple, je vais utiliser un gradient noise. Et alors en fait, ce gradient noise, à quoi il correspond? Si par exemple je mappe les UV, hop. À quoi correspond ce gradient noise? Si je l'affichais directement à la place de ma texture, en fait j'aurais ça qui est affiché sur mon objet. Et alors, la technique qu'on utilise en dissolution, c'est lorsqu'on va utiliser par exemple un noise, il y a une fonction en fait qui s'appelle step, qui permet de séparer un niveau de gris en 2 niveaux de gris distincts par rapport à ce qu'on appelle une edge. Donc la edge, c'est un seuil en fait. Alors comment ça marche? Là, vous voyez que j'ai mon image qui est en niveau de gris. Si je modifie la valeur de mon seuil, en fait, on va avoir une image binaire, donc qui contient que du blanc pur et du noir pur, du noir 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 et du blanc blanc blanc. Et en faisant varier cette méthode à cette valeur, en fait, on va pouvoir venir changer le seuil sur laquelle on considère qu'un pixel est blanc ou noir. Et alors ça nous permet quoi? Ça nous permet, par exemple, si on prend un seuil à 0, l'image est totalement blanche, normalement, ou quasiment. On peut prendre un peu moins. Et lorsqu'on va dépasser 1, en fait, normalement, l'image est totalement noire. Alors ça, à quoi ça nous sert? Si par exemple, je crée une propriété que je vais mettre dans mon inspecteur, je vais l'appeler par exemple dissolve, que je la bind directement en fait sur mon edge, que je la transforme en slider compris entre 0 et 1, avec une valeur par défaut de 0. Et en fait, cette valeur-là, je peux venir la mapper dans l'alpha, donc dans la transparence de mon objet. Alors pour ça, il faut que je définisse mon objet comme étant un objet transparent. Voilà. Alors quel est l'intérêt de cette chose-là? C'est que si par exemple je vais dans ma scène, alors je crois pas, ah oui, il faut que je remette la couleur, pardon. Si j'ai mon objet dans ma scène, en fait ce que je vais pouvoir faire, donc là on a, vu que c'est pas totalement blanc, on a déjà l'effet qui s'impose, mais si je vais sur mon matériau, maintenant on a ce slider, et lorsque je vais bouger ce slider, en fait on va avoir cet effet de dissolution qui apparaît. Hop. Qu'on retrouve en fait dans plein de FX. Donc ça c'est pas mal lorsque vous voulez faire disparaître, apparaître des boules de feu. Au lieu d'utiliser même un bruit généré, vous pouvez utiliser des textures. Donc par exemple là j'ai une texture qui s'appelle Firespin, que je pourrais très bien utiliser en plus. Par exemple, je vais la remplacer par ma rampe. Je vais l'appeler Dissolve Map. On va venir sampler comme d'habitude. La Dissolve Map qu'on va venir sampler avec les UV. Hop. Et on récupère l'intensité qu'on va venir en fait. On va récupérer juste la valeur rouge. Parce qu'on ne va pas s'intéresser à autre chose, vu que de toute façon elle est que sur un canal. Alors la Dissolve Map, je vais la changer. Je vais utiliser cette texture-là. Si je vais dans mon modèle, il faut que je la modifie aussi ici. Hop! Et là, par exemple, on peut avoir une dissolution qui suit des patterns d'une texture. Donc, contrairement à tout à l'heure, on avait des choses un peu avec des points. Là, on a un peu nos effets qu'on retrouve sur notre texture. Donc, en fonction de la texture, on peut avoir des effets de dissolution qui sont différents. Ça, c'est un effet qui est super facile à implémenter, qui est assez pratique pour les game jam, parce qu'on peut vraiment avoir tout type d'effet super facilement avec ça. Alors en parlant de Dissolve, tu as une autre question de Milo qui aurait voulu en savoir plus sur le Edge Detection, et je suppose que tu me diras Milo, mais c'est typiquement un truc pour faire en sorte de faire quelque chose de lumineux en fait sur les bordures de ton Dissolve, histoire de faire un effet de papier qui brûle par exemple. Ah oui, un Edge Detection. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? En fait, je pense que tu peux dissolve avec un petit offset. Alors je sais pas exactement comment ils font ça, mais
tu peux par exemple, tu vois, donc là j'ai ma dissolution, je peux lui ajouter par exemple une taille, donc pareil, là, on va venir créer une propriété qui s'appelait dissolve offset. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette valeur et je vais la seuiller 2 fois. Une fois avec mon dissolve classique, et la deuxième fois, au lieu de mettre l'edge comme étant la valeur de base, je vais prendre ma valeur de base et je vais lui ajouter justement mon offset. Donc, par exemple, l'offset, on va le mettre pareil entre 0 et 1. On va lui mettre une valeur par exemple de 0,1. Et comme je viens en fait additionner les deux valeurs, en fait on va avoir 2 dissolves qui se font, mais avec un décalage. Et grâce à ça, on va pouvoir par exemple colorer un dissolve ou un autre. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. On va multiplier ça par notre couleur, on a toujours notre couleur de tout à l'heure, parfait. On multiplie ça par la couleur. Et en fait, on va venir prendre déjà le dissolve le plus gros et le mettre en alpha. Donc c'est celui-là qu'on va venir maintenant mapper en alpha. Et on va, cette couleur, par-dessus cette couleur, ajouter cette valeur-là. Donc si par exemple je fais un add, je peux multiplier par exemple les deux. Hop. Donc je multiplie ces valeurs-là ensemble. Donc si mon dissolve. D'ailleurs, c'est plutôt une soustraction que je devrais avoir ici. Hein. C'est pas une addition. C'est plutôt le dissolve moins l'offset. Hop. Voilà, si par exemple je prends une valeur dissolve, donc dissolve, je vais prendre une valeur de 0,5 pour avoir ma preview. En fait, je vais prendre cette couleur-là, je vais la mettre comme ça, et je vais ensuite l'additionner, enfin faire une superposition de ces deux couleurs. Donc si par exemple je prends Alors du coup ici ça serait le min, je pense. Entre les deux, hop. Bon, ça marche pas super bien. En gros, pareil, alors je suis pas hyper à l'aise avec le blending de couleurs, mais tu peux superposer les deux effets. Et tu vas avoir l'effet inférieur, donc sinon tu peux le faire avec deux mèches. Mais en tout cas, tu auras l'effet inférieur qui sera plus gros que l'effet supérieur. Donc si par exemple je change ça, hop, normalement on devrait voir. Donc là, tu vois qu'en fait le dissolve ici, il a un décalage par rapport à celui-là. Après, la fusion de couleurs, je pourrais prendre une couleur, je vais simplement faire un additif pour l'instant. Hop. Couleur. Après, il faut bien... Voilà, donc là, ça marche bien, effectivement. Et lorsque je suis dans ma scène, donc forcément, j'ai fait un additif, ça ajoute une teinte colorée, mais si je vais dissolve, en fait, tu vas avoir, tu vois, une sorte de... Tu vas avoir deux niveaux. Et si je modifie l'offset, on va avoir la différence entre les deux niveaux qui va se... Donc ça te permet en fait d'avoir des edges autour de ton shader. Là, on les voit mieux, par exemple. Donc ça, c'est une méthode aussi qui peut être ajoutée, par exemple, si tu veux faire des effets de papier qui brûlent, effectivement. Puis tu peux même, à la fin, réduire l'offset à la fin, lorsque le papier brûle, modifier dynamiquement ses valeurs. Une autre chose, tout à l'heure, on parlait de Vertex Shader. J'ai complètement zappé, mais j'avais un joli exemple pour vous, un petit truc sympa à vous montrer. Alors pour ça, je vais plutôt revenir sur un autre shader. Je vais revenir sur mon exemple initial. Alors sur mon exemple initial, j'avais rajouté quelques petits nœuds. Hop. Devant tous ces échanges... ouais, on va sauvegarder, hop. Et alors, là j'ai créé des nœuds, on va décomposer ça ensemble. En fait, je vais vous montrer qu'avec un graphe, on peut aussi modifier la géométrie assez facilement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout à l'heure, je vous ai montré, on peut faire scroller des textures. J'ai généré un bruit, j'ai fait scroller la texture. J'utilise ce node-là, Power, qui me permet en fait de tout simplement gérer l'intensité de mon... En fait, augmenter le contraste entre les valeurs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette valeur-là par rapport à mon vecteur normal, et ça va me donner un déplacement. Alors, je vais vous montrer le genre d'effet qu'on peut avoir assez facilement. C'est en ajoutant, par exemple, sur la position cet effet-là.
si je retourne dans ma scène, je peux avoir... alors là, on le voit pas super bien. Je vais agrandir l'effet de manière un peu abusive. Hop. Je sauvegarde. Alors là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, je vais déplacer mes vertex. Donc on peut avoir aussi ce genre d'animation qu'on peut créer assez facilement. Donc là, pour un drapeau, ou je sais pas quel effet vous voulez avoir, ça peut se faire. Alors le problème, c'est que ce genre de technique dépend en fait de l'UV mapping. Il y a les sims qui vont ressortir. Mais sur des modèles assez simples de drapeaux, vous pouvez avoir ce genre d'effet assez facilement. Donc on peut aussi venir jouer un peu avec la géométrie. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autres choses en tête à vous montrer. Je peux peut-être rester un peu pour un question-réponse avec tout le monde, mais je pense que... J'ai une question pour ma part. Ouais. Est-ce que tu peux animer les propriétés de tes shaders directement via l'animator? Oui, et effectivement, en fait, c'est toute la puissance du truc. Là, je vais enlever ce truc-là en attendant. Hop, déconnecter. En fait, toutes les propriétés que tu vois sur la gauche, là, donc tu sais, tu vois la couleur, la texture, etc. Ce sont des propriétés, lorsque je vais aller sur mon matériau, qui vont être exposées. D'ailleurs, tu as un petit champ exposé d'ici. Tu peux le décocher si tu veux pas que cette propriété soit accessible. Et en fait, quel est l'intérêt d'avoir des propriétés exposées? D'ailleurs, je vais juste en profiter, je vais re-sauvegarder ça. Hop. Quel est l'intérêt d'avoir des propriétés exposées? C'est que comme elles sont exposées, tu peux y accéder depuis une animation. Alors, je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement. Alors bon, je vais tout faire directement dans mon caractère. Donc j'ai une animation. Va falloir que je sorte par exemple... Bon, je vais créer une animation à la main. Alors pour ça, on va ouvrir la fenêtre animation. Hop, CTRL-6. Je vais la mettre en bas. Alors par exemple, je peux créer une animation à partir de mon clip. Bon, j'enregistre n'importe où, on s'en fout. Et là, tu vois que t'as tes propriétés que tu as comme d'habitude. Tu peux venir, en prenant le Skinned Mesh Renderer, venir chercher le matériel. Alors le matériel... Tu vois là, tu as accès à toutes les propriétés du matériel. Donc, par exemple, tu as la rampe dont je parlais tout à l'heure, et tu as la base color. Donc la base color, par exemple, je peux rajouter cette propriété base color. Alors ce que je peux faire, c'est je peux venir record. Alors par contre, je sais plus si j'utilise la base color pour la multiplier. Non, je multiplie pas la base color avec la couleur. On va rajouter ça tout de suite. Hop, multiplier la couleur à la fin par la base color. Hop, voilà. Donc ça, par exemple, là, j'ai une propriété dans mon shader que j'expose. Dans ma scène, mon rendu marche plutôt bien, comme tout à l'heure. Donc là, j'ai du blanc. Si je modifie la couleur, ça modifie la couleur de mon personnage. Alors ce que je peux faire, là, donc je peux venir record. Donc là, il récupère le blanc, et puis je vais créer une animation. Ici, je vais, par exemple, mettre du bleu, je sais pas. Voilà. Je termine. Et en fait, tu vas avoir une animation, tu vois, où tu as les propriétés des shaders qui s'animent. En fait, toutes les propriétés que tu exposes ici vont pouvoir être accessibles depuis un animator. C'est aussi tout l'intérêt de faire des shaders avec des propriétés exposées. En plus de donner un petit contrôle, tu peux aller carrément... D'accord, je te remercie. Voilà. Voilà, je pense que... Je vais rester un peu pour les questions-réponses, mais je vais peut-être arrêter on va dire, mettre fin à la conférence. On va peut-être rester sur maintenant un petit temps un peu plus sympa, discussion, questions-réponses. Tu peux peut-être laisser le live, je pense. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Du coup, oui, pardon. Vas-y. Juste tu avais parlé d'une node custom mainlight, mais ouais. tu l'as pas envoyé finalement. Ah oui, je vais vous l'envoyer. Est-ce que tu peux aussi juste remontrer après 5 secondes pour ton shader de déplacement, les vertex déplacement, les nodes, les 4 derniers nodes? J'ai pas eu le temps de le faire. Ah, pour le displacement. Ben ouais, tiens, d'ailleurs, je peux vous faire un petit schéma aussi pour vous expliquer la théorie, enfin concrètement ce qu'il y a derrière. Ouais, je vais plutôt vous expliquer, ça sera plus simple. On va faire ça à l'arrache sur Paint.
Par exemple, tu vois, tu as ton modèle. Bon, je vais faire, on va faire ça vraiment rapidement. Ton modèle, bon, par exemple, tu as tes points, je vais faire ça en 2D, hein, mais c'est exactement la même en 3D. C'est le principe d'une 8 map. Tu as ton modèle, par exemple, donc tes différents points ici. Chaque point, il a son vecteur normal. Donc je vais le faire en jaune. Par exemple, ce point-là, il a le vecteur normal comme ça. Ce point-là, son vecteur normal comme ça. Et peut-être, celui-là, je sais pas, il a un vecteur normal comme ça. L'idée, c'est de venir, en fait, déplacer les points d'un certain montant suivant le vecteur normal pour venir les replacer. Donc par exemple, ici, ici, et ici. Voilà, donc en fait, si tu veux, c'est comme si tu déplaçais ta surface, enfin tes points vers l'extérieur, sauf que cette quantité-là, cette valeur-là, cette valeur de déplacement, en fait, au lieu d'avoir une valeur de déplacement fixe, je vais utiliser une texture, par exemple, c'est ce que j'utilisais un noise, donc ça te fait des sortes de pics comme ça, par exemple, t'as le noise comme ça, je sais pas, valeur aléatoire. Et en fait, l'idée, ça va être de venir sampler avec les UV la valeur du noise, pour dire, par exemple, ici, je vais avoir un petit déplacement, donc je vais peut-être avoir le point ici, ici, je vais avoir un haut déplacement, et ici, un très très gros déplacement, donc en réalité, je vais aller avoir mon point ici. Et donc, si je retrace en rouge par-dessus, je vais avoir peut-être la déformation finale va plutôt ressembler à ça, tu vois, en rouge. Peut-être saturation à fond. Voilà. Et alors, si tu veux, une fois que tu déplaces suivant les normales, après, c'est exactement ce que font ces nodes, en fait. Je prends mon animation, mon noise, je multiplie cette valeur par un coefficient qui va être le coefficient de déplacement, et je vais venir déplacer en fonction du vecteur normal. Donc, toi, je multiplie cette valeur par le vecteur normal, et je viens ajouter ça à la position de mon objet, pour lui appliquer un déplacement. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Et ça, du coup, le add, tu branches à vertex. Voilà, c'est ça, je branche à la position. Alors, tu peux travailler dans l'espace. Alors, ce qui est important, tu peux travailler dans l'espace que tu veux. C'est quand même mieux de travailler dans l'espace objet quand tu peux. Par contre, ce qu'il faut, c'est que l'espace de ta normale et l'espace de ta position soient les mêmes. Sinon, ton addition n'a pas forcément de sens. Ok. Voilà. Non, parce que c'est juste que j'arrive pas à mettre le add sur la vertex position dans mon unit master final, c'est pour ça. T'arrives pas à ajouter la position avec un add? Ouais, ça me branche pas. Ouais, faudrait voir. C'est sûrement moi, mais enfin, c'est sûr que c'est moi. Mais... Essaie de créer un nouveau node position, des fois, si ton node il sert à autre chose, des fois tu peux pas le rebrancher. Parce que comme lui derrière il va séparer en fait le vertex et le fragment de shader, tu peux pas avoir un node qui sert dans les deux. Non, mais celui-là j'arrive, c'est le add final, celui-là là que t'as. Ouais. J'arrive pas à le brancher à mon vertex position dans le. Ah, c'est bien un out, t'as bien un out 3 là ici? Oui, effectivement. Ok. Ben je sais pas, ça pour le coup ça dépend peut-être de la version. Je sais pas, je saurais pas te dire. Ok, merci Colin. Voilà. Bien. En tout cas, je vous remercie du coup pour votre attention et d'être venu. Je vous mets quelques petits contacts si vous voulez me contacter, si vous avez quelques questions un peu plus sur des shaders, des questions un peu plus poussées, plus ou moins poussées. Voilà. Et je tenais à remercier du coup SudPixel pour m'avoir permis de vous faire cette présentation. Mais merci à toi, tu sais, c'est un plaisir quand il y a des gens qui veulent dire des trucs. Voilà. Merci. Noé, je sais pas si tu voulais rester un moment pour éventuellement répondre aux questions ou essayer de, je sais pas s'il y en a qui veulent réaliser des shaders spécifiques. Ouais, y a pas de souci, on peut faire un petit atelier si vous le souhaitez. Auquel cas, du coup, je vous propose de décaler vers le Chan Coworking Graph, comme ça ceux qui sont sur Twitch peuvent nous rejoindre aussi. Ouais. Visiblement tout le monde s'en va petit à petit. Je pense qu'il y aura assez de place pour tout le monde. Du coup, je vais arrêter le stream. Ça se fera vraiment que dans ce salon-là, si ça te va. À moins que tu veuilles que je capture ça aussi. Non, c'est bon, je pense.
Du coup, donc pour ceux qui sont sur Twitch, je vous invite du coup à nous rejoindre sur le Discord de l'assaut. Je vous envoie le lien tout de suite. Et ouais, je vous propose du coup de décaler sur le Chan Coworking. Comme ça, si vous voulez vous exercer, essayer des trucs, au moins vous avez ce bon Noé pour répondre à vos questions. Ouais. Je vais décaler de ce pas d'ailleurs. Ok. Merci du coup. Merci beaucoup pour la présentation. Ouais. Bah, il est Merci pour la parti. Non, il est là. présentation. Ah, ça fait un plaisir pour moi aussi. Ça a eu le mérite d'être très clair malgré le fait que ce soit très technique finalement les Ouais, choses. j'espère Donc, GG. j'espère que je vous ai apporté une vision un peu plus précise de ce que sont les shaders. C'était le but premier. Après, à la fin, c'est vrai que je répondais un peu aux questions, on allait un peu sur des trucs, des exemples. Mais voilà, en tout cas, s'il y a un truc que je veux que vous reteniez, c'est vraiment le process général. Je mettrai peut-être dispo mes slides d'ailleurs, pour ceux qui veulent. Et ce concept en fait de faire le lien entre les couleurs et les informations. Voilà, voilà. Bon, je décale dans le coworking. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi. Salut.